c'est ce qui explique que, par exemple, les troupes de Simon de Montfort, quand elles ne sont pas à la gare, on leur commande d'arracher les récoltes à tour de bras. Évidemment, créer la pauvreté, brûler les villages, tout ça. Et voilà ce qu'était l'Occitanie sur le plan économique. Aussi, c'était un modèle et un modèle avancé. Et c'était aussi un modèle avancé sur d'autres plans, sur le plan civilisationnel. Il y a un mot en Occitanie, c'est le mot paradis. P-A-R-A-T-G-E, paradis. À l'époque, on disait sûrement paradis. Qu'est-ce que c'est? C'est l'honneur. C'est une philosophie. C'est l'honneur. C'est la droiture. C'est l'égalité. Alors, l'égalité dans une société hiérarchisée comme celle du Moyen-Âge, déjà, c'est hautement révolutionnaire de parler de ça. Hein. C'est l'égalité. C'est le refus du droit du plus fort. Et c'est le respect de la personne humaine pour soi et pour les autres. Et c'est le respect de la femme aussi. Le respect de la femme, à cette époque-là, c'est mal vu. C'est mal vu. En 1206, il y a eu une réunion à Pamiers, parce qu'au début, avant que la croisade commence, on essaie de faire des réunions avec des évêques, le légat du pape, et des cathares, pour les argumenter. Mais on n'y arrive pas. Hein, c'est comme maintenant quand on vous dit, quand un projet de loi, par exemple, suscite des oppositions, on dit on a manqué de pédagogie, on n'a pas su l'expliquer. Et ça revient à dire que dès qu'on explique quelque chose à quelqu'un, il doit se rallier à ses propres vues. C'est pas, les gens sont des petits gamins, hein, et c'est parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont bêtes. Mais non, ils ne sont pas bêtes. Et les cathares non plus n'étaient pas bêtes, ils écoutaient ce qu'on leur disait, puis après ils disaient non, moi je ne crois pas ça. Hein. Voilà, moi je suis dualiste. Voilà. Et voilà quelle est la situation. Donc cette réunion à Pamiers, où se trouve également Esclarmonde de Foix. Esclarmonde de Foix, c'est une femme phare de son époque, vraiment. C'est la sœur du comte de Foix, qui est également roi de Béarn. Elle a pris la robe des hérétiques, entre guillemets, elle a pris la robe de parfaite, cathare, et elle demande la parole pour s'exprimer sur les questions qui sont débattues. Elle s'adresse, elle s'attire la réponse suivante. Madame, allez filer votre quenouille, il ne vous sied pas de parler de questions de ce genre. C'est une affaire d'homme. Voilà. Donc, c'est une civilisation nouvelle qui est en train de naître en Occitanie. Une civilisation qui est en fait celle qui verra le jour 3 siècles plus tard avec la Renaissance. Mais quand on est 3 siècles en avance, il faut s'attendre à ce que ça fasse des dégâts. On le leur a bien fait comprendre. Et encore, je dis 3 siècles plus tard, mais 3 siècles plus tard, la Renaissance, contrairement à ce qu'en croient certains, la Renaissance n'est pas née en France. On l'a trouvée en Italie, à l'occasion des invasions pratiquées par Charles VIII et ensuite par Louis XII. Et quand ils arrivent en Italie, ils découvrent une civilisation inconnue pour eux. Hein. À la cour de France, on n'a pas de fourchette. On n'a pas de couteau, on mord même le gigot, on se mouche dans ses manchettes, on s'essuie à la nappe, ouais. Voilà comment. Et là-bas, les gens ont des fourchettes, ils ont peut-être pas le peuple, mais ils ont des fourchettes, ils ont des couteaux, ils ont des serviettes. On découvre la civilisation. Et après, évidemment, quand Louis XII reviendra en France, évidemment, il ramènera dans ses wagons les éléments de civilisation et ça fera tache d'huile en France. Ce sera la Renaissance. Mais cette Renaissance, elle était en germe dans l'Occitanie, mais il fallait l'écraser. La société de l'époque, la société globale, la société européenne, n'avait pas les moyens, parce qu'elle n'a pas voulu, elle aurait pu essayer de se hausser à ce niveau. Non, on a préféré faire un laminage par le bas. Parlons maintenant de Montségur.
Montségur, c'est un rocher. 1 km de long, 300 à 500 mètres de large, 1280 mètres à son point le plus élevé. Et en haut, il y a une forteresse. Cette forteresse, au début du XIIIe siècle, en 1200, elle était en ruine. C'était probablement une ancienne forteresse des Visigoths. Et les bons hommes demandent à Esclarmonde de Foix, Esclarmonde de Foix, de l'argent évidemment, c'est la somme du comte de Foix, elle lui demande de faire reconstruire Montségur. Ce qu'elle va faire, elle engage pour cela un architecte qui est un architecte militaire, Arnaud de Bacalaria, mais malgré que ce soit un architecte militaire, la forteresse de Montségur n'est pas du tout une forteresse militaire. Elle est imprenable, mais elle est imprenable en raison de sa situation sur cet éperon rocheux qui fait 1280 mètres de haut. On en est là, et Esclarmonde de Foix, donc, a financé ce qu'il fallait pour pouvoir reconstruire Montségur. En réalité, à ce moment-là, la croisade n'a pas débuté, et il n'y a pas apparence qu'elle doive débuter. En réalité, les bons hommes demandent la reconstitution de Montségur pour que ce soit leur temple le plus sacré, et qui soit situé en haut du Pog de Montségur. Pog, en occitan, ça veut dire la montagne, mais la montagne avec un grand M, que ce soit, comment dirais-je, leur montagne sacrée, et en haut, leur temple le plus sacré. D'ailleurs, comment dirais-je, un écrivain, Fernand Miel, est monté plus de 100 fois à Montségur, il a mesuré sous toutes les coutures, et on se rend compte que dans l'alignement, par exemple des ouvertures, elles sont alignées les unes sur le solstice d'hiver, les autres sur le solstice d'été. Donc c'est un temple solaire. Un temple solaire, évidemment, ça fait penser au temple manichéen du temps de Manès, où il y avait aussi un culte solaire qui était rendu. Montségur, la croisade est finie, l'Occitanie est englobée dans le royaume de France, mais Montségur est toujours debout, ainsi que Quéribus, ainsi que plusieurs autres forteresses. Et les Cathares, maintenant, ils ont compris qu'ils n'ont plus d'aide à attendre de personne. Et eux, ce ne sont pas des gens à avoir une armée et à se battre en plaine, mais dans leur forteresse. Ils ont l'intention de tenir. Je l'ai dit tout à l'heure, en 1232, il y a un concile qui organise la résistance. Voilà. Mais en 1243, on s'avise qu'il faut abattre Montségur, ne serait-ce que le symbole. Je veux dire, les Cathares pensent à Montségur, pour eux c'est essentiel. Il faut abattre Montségur. Une expression utilisée par Blanche de Castille, il faut couper la tête du dragon. Donc, on va faire le siège de Montségur, janvier 1243. 10 000 hommes pour encercler Montségur, 10 000 hommes. À l'intérieur, il y a 500 personnes, dont 300 hommes d'armes seulement. Le reste, ce sont des parfaits, des parfaites, et des familles qui étaient traquées, qui sont venues se réfugier là. 6 mois plus tard, le siège n'a pas avancé d'une virgule. Aucun résultat. On fait venir des montagnards basques, des gens particulièrement rudes. Ils arrivent à grimper jusqu'à une plateforme qui se trouve à 50 mètres du château. Et là, on installe un trébuchet qui va faire pleuvoir sur la citadelle des boulets de pierre de, certains auteurs disent de 80 livres, d'autres de 80 kilos, mais ça ne change pas vraiment les choses. Mais malgré tout, Montségur résiste toujours. En janvier 1244, on tente une sortie, elle échoue, avec 10 000 hommes dehors. C'était difficile. À ce moment-là, les chefs cathares se disent il faudrait peut-être évacuer le trésor métallifère, le nerf de la guerre. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est extraordinaire d'ailleurs. Comment arrive-t-il d'abord à être ravitaillé
D'abord être ravitaillés, ensuite à évacuer leur trésor, mais tout simplement parce qu'il y a des sentiers secrets, eux seuls les connaissent, et puis à certains moments aussi ils font des actions que de nos jours on appellerait des actions de commando, ils arrivent à briser comment dirais-je, l'encerclement et à passer. Alors où ils y restent, où ils arrivent à passer. Donc le trésor métallifère de l'église de Qatar est évacué, il est évacué dans une grotte fortifiée qui se trouve dans la haute vallée de l'Ariège, alors là pour y aller jusque-là, et puis dans un deuxième temps, de cette grotte fortifiée, on l'emmène au château d'Usson, qui se trouve à cheval sur la frontière de l'Aragon. Et comme souvent dans ces cas-là, le seigneur d'Usson est autant vassal du roi d'Aragon que des comtes de Toulouse à l'époque où existait, et donc du roi de France. Donc si on vient l'attaquer, il peut dire, attendez, moi je suis un vassal du roi d'Aragon, vous attaquez le roi d'Aragon là. Alors on ne s'y risque pas. On ne s'y risque pas parce qu'on n'a pas envie non plus, même le Louis IX n'a pas envie de déclencher une guerre avec l'Aragon. L'Aragon est quand même une puissance, elle possède une infanterie qui est considérée comme la meilleure de l'époque. Donc on ne s'y risque pas. Donc le trésor est évacué. Malgré tout, au printemps, la situation est désespérée. Pourquoi? Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. La soif. Le commandant en chef, qui est le seigneur de Montségur, Ramon de Pereira. Alors, il y a des variations sur son nom. Gérard de Sade dit Perelio, Fernand Niel dit Perella, mais peu importe. Ramon de Pereira se résigne à négocier. Il fait donc connaître qu'il voulait bien négocier. On lui fait connaître les conditions de l'Inquisition. Au pied de Montségur, il y a les troupes, mais il y a aussi des évêques et des inquisiteurs qui veillent au grain. On a un tel désir d'en terminer avec Montségur, parce qu'aux yeux de la France, aux yeux de l'Europe, Montségur est toujours debout, malgré tout. Ils ont un tel désir de mettre fin à cette affaire qu'ils proposent des conditions qui peuvent paraître relativement libérales. Quelles sont-elles? Eh bien, les troupes pourront sortir du château avec armes et bagages et avec les honneurs de la guerre. Ça ne mange pas beaucoup de pain. Ça c'est clair. Ça, c'est du pipeau. Bon. Mais surtout, tous les Cathares qui sont à l'intérieur auront la vie sauve s'ils abjurent le catharisme. À ce moment-là, un immense cri, quand c'est connu, un immense cri jaillit de cette population, je veux dire des 200. Les soldats, eux, accepteront le deal. Ils évacueront les 200 personnes qui sont vraiment cathares. Un immense cri jaillit de leur poitrine. Plutôt cramat que renunciat, plutôt brûlé qu'abjuré. Ils font connaître leur réponse. Et au bas du port de Montségur, on dresse un bûcher. Un bûcher qui doit être énorme, parce que pour 200 personnes. Et au petit matin du 16 mars 1244, j'ouvre une parenthèse, quand je vous ai dit on le fait le 9 mars, j'aurais dû dire le 16 mars. C'est le jour anniversaire de la chute de Montségur. J'ai loupé le coche, j'ai dit. Oui. Donc samedi prochain, ce sera l'anniversaire de la chute de Montségur. Au petit matin du 16 mars 1244, les 200 personnes se tenant par la main descendent les sentiers du port de Montségur. Parmi eux, parmi ces personnes, parmi elles, Marquise de Fourquevaux, une très vieille dame, qui est la belle-mère de Ramon de Pereira, le seigneur de Montségur. Sa fille, Courbeau, qui est l'épouse de Ramon de Pereira, et sa petite fille, une petite infirme que l'on mène par la main. Tous rentrent dans les flammes en chantant des hymnes religieux. Cette page d'histoire n'est vraiment pas une page de gloire.
ni pour l'histoire de France, ni pour l'histoire de l'Église. C'est vraiment le comble de l'inhumanité, ce qui s'est passé. Au pied du POC de Montségur, à l'heure actuelle, il y a un monument qui a été élevé, pas par l'État, évidemment, mais par des bonnes volontés privées, où il y a marqué « Au Qatar, aux martyrs du pur amour chrétien ». Eux se disaient chrétiens, Ils se disaient chrétiens. Voilà, donc c'est la chute de Montségur. Alors, l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais il y a une suite. Est-ce que j'ai encore un peu de temps Ça dépend combien de temps vous allez accorder à la suite. 5 ou 10 minutes. Pas de problème. Ça va? Bon. Il y a une suite, mais alors cette suite, vous ne la trouverez pas dans beaucoup de livres, même dans très peu. Et il y a une partie qui est historique, dont les faits sont bien établis, et une partie qui relève un peu de la spéculation. On y croit ou on n'y croit pas. La partie historique, c'est que dans la nuit qui a précédé le 16 mars 1244, donc dans la nuit du 15 au 16 mars 1244, 3 cathares s'échappent de Montségur, du côté de l'abîme, agrippés à des cordes, ils descendent. Ce n'est pas pour prendre la fuite, ils sont mandatés évidemment par les chefs cathares et par le chef religieux qui se trouvait sur place, Bernard Marty, âgé de 70 ans, qui périra dans les flammes comme tous les autres. Qu'est-ce qu'ils transportent avec eux? Le trésor de l'église cathare. Nous avons dit tout à l'heure que le trésor métallifère avait été évacué. Là, il s'agit du trésor spirituel. Tout le monde le comprend. En quoi consiste-t-il? On y reviendra. Ils arrivent à descendre jusqu'en bas, à passer le cordon des troupes. Ils ont un objectif qui se situe à facilement 100 km de là. À l'époque, évidemment, les routes, puis il n'est pas question de prendre les routes, il faut couper à travers la montagne, couper à travers la forêt, mais ce sont des hommes jeunes et déterminés, ils arriveront à le faire en 5 jours. Ils arrivent le 21 mars 1244 à l'abbaye de Montserrat, qui se trouve au nord de Barcelone. Montserrat, abbaye bénédictine. Et là, ils sont accueillis. C'est très curieux parce que l'abbaye bénédictine Montserrat, c'est l'église. Mais apparemment, le prieur de cette église n'a pas la vision intransigeante des inquisiteurs. Les inquisiteurs, c'est les dominicains. Lui, c'est un bénédictin. C'est pas la même chose. Et ils remettent leurs dépôts précieux entre les mains de l'abbé supérieur, de cette abbaye. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. Et puis, voilà, les siècles passent. On ne parle plus de rien, des cathares, bientôt il n'y en aura plus. Le dernier cathare, le dernier parfait cathare, certains historiens disent que c'était Guillaume Bélibaste, qui a été brûlé vif un siècle après Montségur. Et bon, les cathares, pratiquement il n'y en a plus, sauf peut-être des gens dans la clandestinité et dans le secret le plus total, qui pratiquent leur rite. Donc, on est dans cet état. Ce dépôt se trouve là. En quoi consiste-t-il? Alors là, les hypothèses vont bon train. Pour certains, ce serait le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est-à-dire cette coupe dans laquelle Joseph d'Arimathie a recueilli un peu de sang du Christ et un peu d'eau lorsque comment dirais-je, le lancier Longinus lui a percé le flanc. Et ensuite, Joseph d'Arimathie a quitté le Moyen-Orient, comme la plupart, comme les apôtres, évidemment, ce sont les milieux, et il se retrouve en Hibernie, c'est-à-dire en Irlande. Ceci est quand même bien établi. Il aurait avec lui le Saint Graal. Qu'est-ce que ça devient après? On n'en sait rien. Tout le Moyen-Âge recherchera le Saint Graal. La chevalerie du Moyen-Âge recherchera le Saint Graal. Parsifal. Wagner fera un opéra là-dessus, sur Parsifal, son meilleur opéra. Mais toujours est-il, alors pour d'autres c'est autre chose. Il y a les hypothèses, ça va des hypothèses sérieuses aux plus farfelues. Pour d'autres c'est une émeraude tombée du ciel. Je vous parlerai après d'une autre hypothèse.
émise par une femme écrivain américaine. Je vous en parlerai. Et les siècles passent. 3 siècles plus tard, un pape veut connaître en quoi consiste ce dépôt. C'est très curieux. Pourquoi personne avant lui ne s'y est intéressé? Mais ça prouve aussi une chose. Il sait envoyer quelqu'un à l'abbaye de Montserrat, ce qui veut dire que l'Église sait que le trésor de Qatar se trouve là. Et ce quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui. Vous en connaissez tous le nom. Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, fondateur de l'ordre des Jésuites, va se présenter à Montserrat pour récupérer ce dépôt. Il va le faire à une date dont on se demande si c'est un hasard ou si c'est voulu, parce qu'enfin, il se présente à Montserrat le 21 mars 1544, exactement 3 siècles après l'arrivée à Montserrat des 3 cathares, qui s'appelaient Amiel Écart, Hugo et Poitevin. 3 siècles exactement après. Et là, on lui remet donc le dépôt. Il y a dû avoir donc des contacts entre Rome, et il se rend à Rome pour le remettre entre les mains du pape de l'époque, qui est Paul III. Alors, j'ai eu l'occasion d'assister à une autre conférence à l'Académie Geoffroy, au Luc en Provence, au château de Vintimille, par un collègue de l'Académie du Var, qui lui disait que c'est en 1522 que Ignace de Loyola était allé chercher ce dépôt et l'avait apporté à Rome pour le remettre entre les mains d'Adrien VI, le pape de l'époque. Moi, je reste sur la première version que j'ai dite, je pense que c'est celle-là qui est la bonne. Mais alors, question qu'on peut se poser, pourquoi Paul III, tout à coup, contrairement à tous ses prédécesseurs, a eu envie de connaître en quoi consistait ce trésor Qatar, ce trésor des Qatar. Alors ça m'a amené à étudier un peu la vie de Paul III, et ça permet de comprendre certaines choses. Paul III, il s'appelle Alexandre de Farnèse, et il est né en 1468, il est devenu pape en 1534, l'année où Ignace de Loyola a fondé l'ordre des Jésuites. Et l'ordre des Jésuites a été fondé par Ignace de Loyola dans l'idée de servir presque exclusivement le pape, de se mettre à son service. Et il a été pape pendant 15 ans et il est mort en 1549. Or, c'est un pape qui, lorsqu'il a été élu pape, avait des ambitions réformatrices. Des ambitions réformatrices importantes, révolutionnaires même. Mais, comme chacun sait, pour qu'un pape puisse faire passer ses réformes, il faut qu'il y ait une majorité à la curie, l'Assemblée des cardinaux. Ce n'était pas gagné d'avance, mais qu'à cela ne tienne, il a fait ce que font tous les papes, et il nomme une flopée de nouveaux cardinaux, ce qui fait basculer la majorité à la curie. Et donc il compte sur les nouveaux arrivants pour servir ses idées. Malheureusement, en tout cas malheureusement pour lui, les choses ne vont pas se passer comme il l'espérait. En effet, dans ce groupe de nouveaux cardinaux, 2 tendances vont apparaître et vont se séparer. La première tendance est une tendance qui est vraiment réformatrice. Et cette réforme, elle consiste en quoi? Eh bien, elle consiste tout simplement à entrer en négociation avec les luthériens, avec les protestants. C'est énorme. C'est énorme parce que si ça avait eu lieu, peut-être les guerres de religion n'auraient pas eu lieu en France. Elles débutent en 1562 pour se finir en 1598. Peut-être qu'on aurait évité cela. Seulement, il y a l'autre tendance, la tendance dure. Et la tendance dure, elle veut une lutte encore plus soutenue contre toute hérésie. Elle veut le rétablissement de l'Inquisition, le renforcement de l'Inquisition. Elle a à sa tête un cardinal qui s'appelle Jean-Pierre Carafa, qui deviendra lui-même pape, non pas tout de suite après Paul III, mais il y aura 2 papes intermédiaires. De ce dépôt, certainement, il en a pris connaissance. Et puis, on n'en parle plus. On n'en parle plus. D'après d'autres auteurs,
il est possible que ceci ait été transmis de pape en pape jusqu'à Urbain VIII au XVIIe siècle, Maffeo Barbarini, famille Barbarini, qui est un pape qui a fait un certain nombre de choses, et puis après on n'en parle plus. Probablement, ça s'est retrouvé dans les archives secrètes du Vatican, dans les caves du Vatican peut-être. On n'en parle plus. Pourquoi? Alors on peut se poser la question pourquoi. Il faut toujours être curieux dans la vie, mais pourquoi n'a-t-on pas publié, n'a-t-on pas dit en quoi consistait ce trésor? Est-ce que c'est quelque chose que l'Église craignait de dire? Alors, cette femme écrivain dont je parlais tout à l'heure, qui est américaine, qui vit à Los Angeles, et qui s'appelle McGowan, son prénom va me revenir, McGowan, elle connaît très bien la France, elle connaît très bien l'Occitanie, elle connaît très bien la Sainte-Baume. Elle a écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages sur Marie-Madeleine, dont je recommande la lecture à ceux qui en auront envie. Et elle dit, mais, et c'est pas bête du tout, mais le Christ n'était pas un être inculte, certainement pas. Je veux dire, quand il allait au début de sa vie publique, il allait prêcher au temple, il allait prêcher dans les synagogues, et on lui disait rabbi, c'est-à-dire docteur. Donc, comment se fait-il qu'un homme comme lui, qui de plus avait le message qu'il avait à délivrer au monde, n'ait pas écrit quelque chose? C'est surprenant. Entre parenthèses, à l'époque, on n'écrivait pas. Les gens qui avaient quelque chose à écrire, ils le dictaient à des copistes. Ça marchait comme ça. Et alors, l'hypothèse de McGowan, c'est de dire, en réalité, c'est un évangile qui s'est retrouvé dans les mains des cathares, on ne sait comment. C'est un évangile. Elle l'appelle le 5e évangile. En fait, ce serait le premier, puisque c'est celui qui émane du Christ lui-même. Et par qui aurait-il été copié? Peut-être par Marie-Madeleine. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle-même s'était réfugiée à Alexandrie. Tous les apôtres avaient giclé, parce qu'ils s'attendaient à ce qu'on leur fasse subir le même sort qu'à Jésus de Nazareth. Elle se retrouve à Alexandrie. Là, elle retrouve également l'un des apôtres, Philippe. Elle prend la mer avec les saintes femmes. Et après des pérégrinations, et ceci quand même est établi, on est dans l'historicité là. Elle arrive au Sainte Marie de la Mer, et de là, elle gagnera la Sainte-Baume, pendant que sa sœur Marthe, Sainte Marthe, gagnera d'autres endroits, Tarascon notamment, où elle, on n'y croit pas, Domptera le Tarasque, etc. Mais alors, si c'est le premier évangile, raison de plus pour le proclamer au monde, sauf s'il dit des choses qui ne sont pas conformes à ce que dit l'Église dans ses évangiles. Et supposer que ce qui est dit dedans, ça soit une sorte de condamnation de ce qu'on rabâche au peuple depuis 2000 ans. Ça ferait des ordres. Depuis un millénaire et demi. Alors là, ça revient à se foutre par terre. Hein. C'est dans quelles conditions les 4 évangiles qui ont été les seuls à être